profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Quand j'étais enfant, mon père entretenait une deuxième famille dans notre sous-sol. En grandissant, je pensais que tout le monde avait une deuxième famille dans son sous-sol. Rétrospectivement, je peux comprendre à quel point cela peut paraître ridicule, mais c'est tout ce que j'ai toujours su. Je savais que tous les soirs, mon père recouvrait les restes du dîner d'une feuille d'aluminium, se levait sans un mot et portait l'assiette au sous-sol. De ma chambre, je l'écoutais descendre les marches grinçantes. Je retenais mon souffle pour entendre les marmonnements étouffés de sa salutation. Je savais que chaque matin, il descendait voir sa deuxième famille avant le travail, qu'il m'embrassait sur le sommet du crâne et qu'il m'ébouriffait les cheveux en sortant. Je savais qu'à chaque Noël, il apportait un sac de paquets brillamment emballé en bas dans un costume de Père Noël. Je savais que mon père avait une deuxième famille au sous-sol, et cela me paraissait tellement normal que je pensais que tout le monde en faisait autant. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai interrogé ma mère à leur sujet. J'étais jeune, peut-être 5 ans, quand j'ai enfin trouvé les mots pour demander « Maman, pourquoi je ne peux pas jouer avec les gens de la cave ?» Ma mère était l'incarnation humaine de l'énergie frénétique, une machine organique à mouvement perpétuel, toujours en train de faire les 100 pas, de nettoyer ou de remuer une casserole, toujours avec une cigarette allumée entre ses doigts jaunis. Je n'oublierai jamais que, alors que cette question était en suspens, elle s'est finalement arrêtée pour la première fois. Son immobilité était troublante d'une manière que je ne peux expliquer. Nous n'en parlons pas. S'est-elle empressée de dire en tirant une longue bouffée de sa cigarette. Elle a soufflé un panache de fumée par la fenêtre ouverte, avant de se pencher pour me rencontrer au niveau du visage. Ses yeux injectés de sang à quelques centimètres des miens. Toi, tu n'as pas besoin de jouer avec les enfants. Mais les enfants, eux, ils ont besoin de papa. Elle marqua une nouvelle pause. Finalement, elle a marmonné. Papa a besoin d'eux aussi. Cette nuit-là, j'ai entendu ma mère crier après mon père dans leur chambre. J'étais surpris qu'il ne sache pas que je le savais, mais encore plus choqué, effrayé même, de constater qu'il ne voulait pas que je le sache. Surtout, il ne voulait pas que j'en parle à qui que ce soit à l'école. À personne, en fait. Après cette nuit-là, tout a changé. Mon père ne mettait plus que les restes sous la tente après le dîner. Ne descendait plus la nourriture qu'une fois que j'étais couché. Il a cessé de leur rendre visite le matin. Ma mère a commencé à agir différemment, elle aussi. J'avais toujours remarqué qu'elle était distante avec mon père. J'avais toujours remarqué qu'elle se hérissait à son contact, qu'elle se réfugiait de l'autre côté de la pièce dès qu'il entrait. Mais ça a empiré après ça. Enfant, je me sentais profondément coupable. J'avais l'impression d'avoir ruiné le mariage de mes parents. Mais je n'étais qu'un enfant, et j'étais curieux. Ma mère voulait me dissuader de poser plus de questions, mais elle a accidentellement donné quelque chose qui m'a rendu encore plus curieux. La famille d'en bas avait des enfants, peut-être des enfants de mon âge avec qui jouer. J'avais besoin de les connaître, comme les petits-enfants ont besoin de comprendre toute l'étrangeté de ce monde chaotique, de donner un sens au non-sens qui nous entoure quotidiennement. Le non-sens auquel nous nous habituons en tant qu'adultes, mais avec lequel nous luttons sans cesse en tant qu'enfants. Comme un puzzle ou une énigme, ou un problème de mots dans un test de mathématiques sur l'achat de 80 melons d'eau. Autre changement après cette nuit critique, la porte de la cave a été équipée d'une serrure solide. Malgré tout, j'avais besoin de savoir. Il y a quelque chose d'horriblement redoutable à découvrir qu'une deuxième famille du sous-sol est anormale. Quelque chose d'encore plus horrible à ne pas savoir qui ou pourquoi. À l'âge de 7 ans, j'ai décidé d'aller au fond des choses. Pour éviter les ennuis, je ne pouvais enquêter que si 3 conditions étaient réunies. Je rentrais de l'école, mon père était encore au travail, et ma mère n'était pas là pour m'attraper.
Ces circonstances se chevauchaient rarement, mais la première fois que je suis rentré de l'école, et que j'ai constaté que la voiture de mon père n'était pas dans le garage, et que les mouvements incessants de ma mère l'avaient épuisé, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis glissé jusqu'à la porte du sous-sol, silencieux dans mes chaussettes. Et puis j'ai frappé. J'ai frappé doucement, de peur de réveiller ma mère de sa sieste, mais j'ai frappé quand même. C'était aussi simple qu'un coup. C'était une initiation, une invitation, une confrontation avec le plus grand et le plus terrifiant mystère de ma vie. J'ai sursauté lorsqu'un léger coup est revenu de l'autre côté. C'était presque immédiat. Comme si la personne de l'autre côté m'avait attendu. Cette idée me figea un instant, mais je savais que je n'avais pas le temps à perdre. Ma bouche s'est soudain mise à sentir le papier de verre et la craie. Mais je me suis penché vers la porte pour murmurer « Aïe !» Bonjour. C'était une petite fille. Sa voix était douce mais timide, comme si elle essayait les touches d'un piano pour la première fois. « Je m'appelle Ricky. Quel est ton nom ?» Une longue pause. Lila. Mon frère s'appelle Isaac, mais il ne parle pas très bien. Mais il est encore petit. Maman dit qu'il commencera à parler quand il sera prêt. « Vous êtes 3 en bas ?» répondit-elle simplement, comme si la situation lui paraissait aussi normale qu'elle l'était pour moi. Papa vient parfois nous rendre visite, alors je suppose qu'on est 4. Mes yeux se sont écarquillés alors qu'une foule de questions commençait à germer dans mon esprit. Mais j'ai entendu ma mère commencer à s'agiter dans sa chambre. J'ai filé dans le couloir et je suis entré dans la salle de jeu. J'ai occupé mes mains avec mes jouets, mais mon esprit était ailleurs. Les germes de questions continuaient à pousser rapidement, prenant bientôt le dessus sur mes pensées, comme un champ de mauvaises herbes indisciplinées. Et comme les mauvaises herbes, les questions étaient têtues, difficiles, impossibles à éliminer. Les racines de la situation et ses implications s'effilochaient, s'étiraient dans tout mon corps. La peur s'est installée fermement dans mon ventre alors que j'étais forcé d'affronter la possibilité que je ne connaissais pas vraiment mon père, que je ne connaissais pas du tout ma propre famille. Si mon père était aussi celui de Lila, qu'est-ce que cela signifiait pour moi, pour ma famille? Et pourquoi n'avait-elle pas le droit de sortir de la cave? Au cours de ces 2 années qui ont suivi, je me suis réfugié à la porte de la cave dans ces rares moments de liberté. J'ai appris à connaître Lila, à l'apprécier et même à l'aimer. Elle était ma meilleure amie. Enfant, j'étais plutôt solitaire. Mes camarades de classe se détournaient de moi pour des raisons que je n'arrivais pas à comprendre. Comme si quelque chose en moi était intrinsèquement repoussant pour mes pairs. Je n'avais qu'un seul ami à l'école. Et à la maison, j'avais Lila. Au fur et à mesure du temps que nous parlions, dans un flot incessant de questions qui se succédaient dans les plus brefs instants, nous avons tous les deux compris les différences qui existaient entre nous, entre nos vies et nos conditions de vie. Ces différences qui nous semblaient au départ si normales sont devenues plus grandes, plus nettes et plus effrayantes que ce que nous pouvions comprendre. Il est devenu impossible d'ignorer l'injustice de tout cela. Lila se plaignait de ne pas avoir le droit d'aller à l'école, de ne pas pouvoir sortir pour jouer, se faire des amis ou faire du vélo dans l'impasse en été jusqu'à ce que les lampadaires s'allument et que les cigales se mettent à crier. Elle se languissait même des choses que je détestais le plus. Les devoirs, le rinçage de la vaisselle après le dîner, les rangements de ma chambre chaque dimanche matin. Elle disait qu'elle avait vécu dans ce sous-sol toute sa vie, qu'elle y était probablement née, et qu'elle ne se souvenait de rien de différent avant d'être enfermée dans cette pièce froide et moisie. J'ai honte de l'admettre, mais j'ai fini par ne plus pouvoir gérer la culpabilité que j'éprouvais à vivre la vie que Lila n'avait jamais eue. J'étais si jeune, si naïf, je ne savais plus comment gérer la situation. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pensé. J'ai arrêté d'essayer. J'ai cessé de rendre visite à Lila, plus d'échanges secrets chuchotés, plus de coups rapides à la porte pour lui faire savoir que j'étais là.
que quelqu'un était là pour elle. Les jours, les semaines, les mois et les années passèrent sans que Lila ne quitte mes pensées, mais avec une existence plutôt compartimentée, confinée au sous-sol de mon propre esprit. À la maison, il était plus difficile de ne pas penser à elle. Lorsque mon père lui apportait son dîner après l'heure du coucher, je restais éveillé bien au chaud dans mon lit. Parfois je l'entendais crier, parfois j'entendais le plateau s'écraser sur le sol, l'assiette se fracturant sous l'impact. Parfois je l'entendais pleurer, d'affreux sanglots douloureux, pendant que j'assemblais de nouveaux jeux Lego dans la salle de jeu. Parfois elle appelait mon nom. Je ne me le pardonnerai jamais, et je me déteste pour ça. Je le mérite, mais je l'ignorais à chaque fois. Mais le pire, c'est quand elle a commencé à frapper. Je terminais mes devoirs de sciences pour la journée quand on a frappé pour la première fois. Un coup discret, mais un coup quand même. Une initiation, une invitation, une confrontation. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai compris d'où cela venait, de qui cela venait. J'ai enfourché mon vélo et je ne suis rentré qu'une fois le dîner sur la table. Ce soir-là, j'ai entendu mon père crier pour la première fois contre Lila. Il lui a crié d'arrêter de frapper. Il s'occupait d'elle, de son petit frère et de sa mère, et il ne pouvait le faire que si elle restait au sous-sol, si elle se taisait. Elle ne s'est pas laissée convaincre et ses coups sont devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. J'avais alors une dizaine d'années et j'avais un peu plus de liberté. Toute la liberté du monde comparée à celle de Lila. J'évitais ma maison à tout prix, n'y rentrant que le soir où j'étais immédiatement accueilli par les coups. À ce moment-là, il s'agissait moins de frapper que d'écraser le poids total de son corps contre la porte. Ma mère s'est mise à passer l'aspirateur de façon obsessionnelle pour couvrir les bruits. Elle ne regardait même plus mon père dans les yeux. J'ai imaginé les bleus qui fleurissaient sur l'épaule de Lila, le long de son bras. Si cela lui faisait mal, elle ne le disait pas. Elle ne s'arrêtait pas. Le sommeil est devenu un lointain souvenir, me laissant hébété, irritable, confus et surtout terrifié. J'ai commencé à me présenter à l'improviste chez mon ami d'école, devenu mon seul ami, juste pour échapper aux coups de Lila. Ses parents ne m'appréciaient manifestement pas, et la tension est montée entre nous deux, atteignant un point d'ébullition qui s'est soldé par une bagarre. Je lui ai donné un coup de poing dans le ventre, et il m'a répondu par les mots qui m'ont brisé, et qui ont tout brisé. Un coup bien plus puissant que celui qu'il aurait pu porter avec toutes ses petites mains jointes réunies. Ma mère dit que tu es un bâtard et que ta mère est une pute. J'ai dû chercher les mots dans mon dictionnaire en rentrant à la maison. J'ai dû rassembler mon courage pour une fois de plus poser la question difficile. Maman, je suis un bâtard ? J'ai dû regarder ma mère perdre son élan, s'arrêter à nouveau. J'ai dû regarder le peu de lumière qui lui restait s'éteindre. J'ai dû rester assis pendant qu'elle quittait la pièce. J'ai dû rester assis à verser des larmes chaudes pendant que les coups recommençaient. Chaque poussée puissante contre la porte m'a bouleversé l'esprit. Un rappel douloureux que Lila venait pour moi. Mais ma mère est revenue. Et elle est revenue avec une vieille coupure de journal dans les mains, usée sur les bords. Elle l'a serrée contre sa poitrine, alors qu'elle me disait enfin la vérité sur Lila, sur la seconde famille de papa dans le sous-sol. J'étais jeune, mais j'avais besoin de savoir. Ma mère le savait, elle aussi. À travers des sanglots étouffés, elle m'a parlé de l'ancienne famille de mon père. Celle qu'il avait eue et créée avant de la rencontrer. L'horrible erreur qu'ils avaient commise, celle qui lui avait donné la meilleure chose qu'elle n'ait jamais eue dans sa vie, mais qui lui avait enlevé 3 autres, de la façon dont l'ancienne femme de mon père patinait déjà sur une glace mince, de ses appels à l'aide restés sans réponse, de la façon dont lorsqu'elle a découvert ce que faisaient ma mère et mon père, le peu qui restait en elle a volé en éclats. Sur le fait qu'il ne pouvait pas savoir, mais sur la culpabilité qu'elle portait malgré tout.
Comme un lourd sac à dos, maman? Oui, mon chéri, mais je ne peux jamais le poser. Que Lila était morte, et Isaac aussi. Que leur mère leur avait fait ça, et qu'elle se l'était ensuite fait à elle-même. Mon père les a trouvés dans la cave quand il est rentré du travail. Qu'il ne s'était jamais pardonné, et que ma mère ne l'avait jamais fait non plus. Quand ils sont réapparus dans la cave comme si rien ne s'était passé, même après que leur corps avait été enlevé et enterré toutes ces années, ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que de leur donner une vie aussi normale que possible. Encore une question difficile, mais pourquoi doivent-ils rester au sous-sol? Je l'ai découvert plus tard dans la soirée, lorsque mon père est rentré du travail. Il a déverrouillé la porte, Lila est sortie de l'ombre, et j'ai instinctivement tressailli en voyant son visage pour la première fois. En voyant le trou béant dans son visage, à l'endroit où aurait dû se trouver son œil gauche. Isaac était petit, comme Lila l'avait dit, mais la blessure suintante à sa mâchoire l'aurait empêché de parler s'il avait eu la chance de grandir. J'ai eu peur au début, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris Lila par la main. J'ai joué avec Lila et Isaac pour la première fois. J'ai partagé mes jouets avec eux, j'ai ri avec eux. Je n'ai pas rencontré leur mère ce jour-là, mais je la rencontrerai des années plus tard. Une fois que Lila et Isaac ont su ce qu'ils étaient devenus, elle a eu du mal à faire face à la situation. Elle ne fait pas souvent son coming out, mais je la traite avec gentillesse lorsqu'elle le fait. La femme que je connais aujourd'hui ne pourrait pas imaginer faire ce qu'elle a fait. La deuxième famille de mon père est restée à l'intérieur, mais elle n'était plus confinée dans l'ombre du sous-sol depuis ce jour. Elle est devenue moins importante que la seconde famille de mon père, car nous sommes tous devenus une grande famille qui riait ensemble. Je ne vis plus dans cette maison. Je suis adulte maintenant, et j'apprécie énormément la liberté et les possibilités qui s'offrent à moi et que je considérais autrefois comme allant de soi. Je sais que ma famille est loin d'être normale. Elle est même horrible et terrifiante à bien des égards que j'ai contribué à perpétuer lorsque j'étais enfant. Mais c'est tout ce que j'ai jamais connu. Je les aime tous. Je leur rends encore visite chaque fois que je le peux, pour les anniversaires, pour Noël, et pour les vacances d'été. Et chaque fois que je leur rends visite, je prends un moment pour être reconnaissant du fait que lorsque je frappe à la porte d'entrée, c'est Lila qui m'ouvre.